Christiane Gendron est une mère de famille de 58 ans qui va être retrouvée dans un étang dans le Maine-et-Loire, en France. La police clôturera le dossier en disant qu'il s'agit d'un simple accident. Mais aujourd'hui, sa fille Sabrina se bat pour prouver à la police et à la justice qu'on est très loin de cette hypothèse. Pour tout savoir sur la triste et mystérieuse histoire de Christiane Gendron, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo assez spéciale. J'ai pu parler avec Sabrina, la fille de Christiane, qui est la personne dont on va parler aujourd'hui. Sabrina se bat réellement pour que justice soit faite pour sa maman, mais aussi pour beaucoup d'autres personnes en France qui vivent la même situation qu'elle. C'est très important pour moi de lui donner la parole aujourd'hui et de raconter son histoire et l'histoire de sa maman, l'histoire de sa famille. Donc voilà, je vous demanderai si vous le voulez bien de regarder la vidéo jusqu'à la fin, c'est très important. Je sais que Victoria Charlton avait déjà parlé de cette affaire, mais maintenant on en connaît un petit peu plus sur les détails sordides qui, vous allez le voir, ne sont pas du tout des détails. Donc voilà, écoutez bien cette histoire parce que c'est important de soutenir Sabrina dans son combat. Donc avant de commencer, essayons de comprendre qui était Christiane Gendron. Christiane est née en France et a vécu avec sa maman et ses frères et sœurs jusqu'à l'âge de 8 ans. Ce fut loin d'être des années merveilleuses parce que sa maman ne s'occupait pas de ses enfants et les laissait parfois de longs moments sans manger. Christiane se rappelait même que petite, elle devait parfois manger des cailloux ou de l'herbe pour essayer de se rassasier un minimum. Mais voilà, pour aller de pire en pire, à l'âge de 8 ans, Christiane avait vécu une tentative de meurtre de la part de sa maman qui avait en fait essayé de la noyer. Après ça, Christiane avait grandi dans diverses institutions de l'État et ce qui est vraiment triste, c'est que ses frères et sœurs avaient été dispatchés un peu partout et donc elle a grandi sans tous ses frères et sœurs. Donc voilà, on peut se rendre compte que Christiane a vraiment eu une enfance très difficile. Cette période de sa vie a été très traumatisante pour elle et c'est quelque chose qui l'a suivie tout au long de sa vie. Après ça, Christiane a eu un petit parcours scolaire et elle a arrêté sa scolarité à l'âge de 16 ans. Après ça, elle a enchaîné plusieurs petits boulots comme agent d'entretien ou alors elle faisait à manger dans des écoles pour des enfants, donc plein de petites choses un peu par-ci par-là. À l'âge de 19 ans, Christiane va tomber amoureuse d'un homme qui était un peu plus âgé qu'elle, qui était déjà marié, qui avait sa petite famille, mais voilà, cet homme était en pleine instance de divorce et ils sont tombés tous les deux amoureux et donc ils ont décidé de sortir ensemble et de poursuivre leur vie ensemble. Et puis ils ont eu un garçon et 3 filles et Sabrina, avec qui j'ai parlé, a été leur avant-dernier enfant. À ce moment-là, Christiane avait arrêté son travail définitivement et était devenue mère au foyer. La famille a ensuite déménagé plusieurs fois et ils ont fini par habiter en 2016 à Saint-Léger-des-Bois, une ville située dans le département de Maine-et-Loire en France. Au moment des faits, donc en 2017, la famille était assez soudée, les enfants étaient grands, mais ils n'habitaient pas très loin. Par contre, Christiane et son conjoint, donc qui était le père des enfants, mais ils n'étaient pas mariés, habitaient ensemble. Mais bon, même s'ils habitaient ensemble, il faut savoir que Christiane, en 2017, elle était plus vraiment heureuse dans son couple. Ils étaient tout de même des parents et grands-parents comblés, mais voilà, Christiane trouvait que son conjoint était assez fermé, un peu vieille époque. Alors c'était pas un homme méchant, c'est pas un horrible conjoint, c'est juste que Christiane ne se sentait plus très bien. C'est vrai que son conjoint l'accaparait un petit peu, ce qui fait qu'elle n'avait pas d'amis. Et donc oui, voilà, comme je le disais, un peu vieille école, un peu fermée, qui parlait pas beaucoup. Et Christiane, elle, c'était un petit peu le contraire et elle avait envie de prendre un petit peu plus de liberté. Un peu plus tôt, en 2017, Christiane avait même demandé de l'aide à ses enfants parce qu'elle voulait partir et reconstruire sa vie. Mais ses enfants n'avaient pas totalement pris ça au sérieux. C'est vrai que Christiane en parlait souvent et faut se mettre aussi à la place de ses enfants. Ils ne savaient pas spécialement quoi faire exactement pour l'aider. Non, elle n'était pas dépressive, mais elle voulait vraiment partir, retrouver sa propre famille. Et c'était son but, quoi. C'était retrouver sa
frères et sœurs qu'elle avait perdus depuis longtemps, quoi. En fait, parfois, quand Christiane avait l'impression d'étouffer chez elle, elle décidait de partir de chez elle comme ça et d'aller parfois se réfugier chez l'un de ses enfants. Sabrina, elle habitait à 7 kilomètres de chez sa maman et Christiane allait souvent chez elle pour y passer la nuit. Par contre, Christiane n'avait pas de permis, donc soit quand elle partait, elle marchait ou alors elle demandait à quelqu'un de l'amener à un endroit, une connaissance à elle du village, c'est quand même un petit village, ou alors une personne qui passait en voiture, donc elle se débrouillait toujours pour se déplacer. Mais voilà, donc partir de chez elle, c'est quelque chose qu'elle faisait de temps en temps. Au niveau de sa santé, eh bien Christiane était un peu fragile. Elle prenait quelques médicaments, dont un pour son cœur, mais en soi, bon, ça allait quand même. Elle n'avait pas du tout de troubles ou de maladie mentale. Par contre, elle prenait un anxiolytique, chose dont elle avait besoin parce qu'elle était assez anxieuse. D'ailleurs, parfois, assez souvent même, elle repensait à son passé qui l'avait, comme je l'ai dit, traumatisée. Et donc, c'est aussi dans ces moments-là qu'elle prenait ses anxiolytiques. Plongeons-nous maintenant dans la journée du 15 janvier 2017. Il est à peu près 19 h, Christiane est chez elle, son mari prend sa douche et c'est à ce moment-là qu'elle décide de partir. Comme je vous l'ai dit, c'était assez fréquent que Christiane s'en aille de chez elle. Il y avait peut-être eu une petite dispute, un petit élément déclencheur, mais rien de différent quand même que les autres fois. Donc c'était pas un jour particulier, c'était assez normal comme journée. Bon là, il faut quand même se mettre en tête qu'on est en plein mois de janvier en France. Il fait très froid, les routes sont glissantes, il pleut, il y a du verglas. Donc voilà, c'est quand même... Quand Christiane s'en va de chez elle à pied, elle part quand même toute seule dans le froid. Mais bon, son conjoint va pas s'en rendre compte directement, il va terminer sa douche et puis c'est après ça, quelques minutes plus tard, qu'il va se rendre compte que Christiane est partie et qu'elle est partie donc toute seule dans le froid sur ces routes si dangereuses. Mon père a dû s'en rendre compte au bout de 40 minutes, hein, si je me trompe pas. Et il est venu directement chez moi, j'étais pas là. Et c'est mon fils qui l'a accueilli, mon aîné. Et il a dit à mon fils, mamie, elle est partie, dis à ta maman de m'appeler dès qu'elle revient. Donc quand je suis rentrée, je l'ai appelé et il m'a dit, ta maman, elle est partie. Et comme elle partait, enfin, ça lui était arrivé de partir à plusieurs reprises comme ça, on s'est dit, bon, c'est pas grave, on va essayer de la joindre. Et s'il y a quoi que ce soit, de toute façon, on se tient au courant. Quand Sabrina a appris que sa maman était dehors, elle a essayé de la joindre sur son téléphone à plusieurs reprises, mais elle ne répondait pas. C'est quand même inquiétant parce que quand Christiane partait, elle donnait des nouvelles à ses enfants. Son but n'a jamais été d'inquiéter sa famille. Son but, c'était juste de partir et de souffler un peu. Donc le fait qu'elle ne réponde pas au téléphone, c'était assez étrange parce que d'ailleurs, d'habitude, elle envoyait des messages d'elle-même ou alors elle se rendait même chez l'un de ses enfants. Donc là, c'était bizarre. Donc Sabrina et ses frères et sœurs et son père savaient pas vraiment quoi faire. Comme Christiane n'avait pas vraiment d'amis, ils n'avaient pas d'amis à qui ils pouvaient envoyer un message ou à qui ils pouvaient passer un coup de téléphone pour savoir ce qui se passait. Donc vraiment, Christiane était seule dehors, sans vraiment avoir de personne avec elle, de personne repère. Et sa famille, elle, ne pouvait rien faire. À un moment donné, ils décident d'appeler la police, ça fait trop longtemps, ils n'ont pas de nouvelles. Ils appellent donc la police et là on va tout simplement leur répondre que Christiane est adulte, qu'elle fait souvent ça, que voilà, elle a le droit de partir si elle en a envie, que ce n'est pas grave, que ce n'est pas inquiétant, d'attendre un petit peu et qu'elle va revenir. J'ai envie de dire, comme très souvent en France, et quand un adulte disparaît, on ne s'inquiète pas directement. Alors que, chose très importante et que je dis quasiment dans chaque vidéo que je fais, les premières heures, les premières minutes après la disparition d'une personne sont les plus importantes. Et vous allez voir qu'à ce moment-là, si la police était intéressée à ce cas, s'était intéressée à l'appel à l'aide de Sabrina et sa famille, peut-être que la maman de Sabrina aurait pu être sauvée. Alors le dernier espoir de Sabrina ce soir-là, c'était le frère de sa maman, car il arrivait qu'elle aille se réfugier chez lui de temps en temps, mais lui non plus n'avait aucune nouvelle d'elle. Il n'avait pas reçu de message, pas un appel, rien du tout.
Nous sommes maintenant le lendemain matin, soit le 16 janvier 2017. Sabrina et sa famille se mettent alors à chercher après Christiane dans les rues de la ville. Mais voilà, en pleine matinée, la sœur de Sabrina va voir un post Facebook dans un groupe de la ville le post dit qu'en fait, une personne a retrouvé le portefeuille de Christiane dans sa voiture et que donc quelqu'un doit venir le rechercher. Alors c'est assez étrange, mais il faut savoir que l'homme qui a fait cette publication, eh bien Sabrina et sa sœur le connaissaient. C'est un homme d'une trentaine d'années qui connaissait même un petit peu Christiane. Parce qu'en fait, ils avaient été presque voisins, Christiane avait aidé à déménager, elle avait même recueilli son chat, donc c'est pas quelqu'un qui était totalement étranger à Christiane, donc c'est bizarre qu'ils mettent un message comme ça sur un groupe Facebook, qu'il ait son portefeuille, parce qu'ils n'étaient pas amis, ils se connaissaient un peu, mais ils n'étaient pas amis, mais suffisamment proches pour que si il retrouve le portefeuille de Christiane, il envoie plutôt un message en privé à quelqu'un. Donc voilà, première chose étrange, en tout cas pour moi, c'est ce message sur ce groupe Facebook, alors que clairement, retrouver quelqu'un sur Messenger, taper un nom sur Facebook, c'est très facile, il aurait pu simplement envoyer un message à Sabrina ou l'une de ses sœurs, parce que justement, ils se connaissaient. Mais voilà, Sabrina et sa sœur vont venir chez cet homme pour récupérer le portefeuille de leur maman, et donc cet homme expliquera que Christiane était venue sonner chez lui le 15 janvier au soir à minuit. Mais voilà, c'est là que les premières choses étranges vont commencer à arriver. En fait, l'homme donnera deux versions différentes, l'une à Sabrina et l'autre à la sœur de Sabrina. Donc à la sœur de Sabrina, il expliquera que vers minuit, Christiane est venue sonner à sa porte, qu'il lui a ouvert, qu'il l'a reconnue, mais qu'elle sentait énormément l'alcool et Christiane lui demandait pour dormir quelque part peut-être et il lui aurait donné les clés de sa voiture en lui disant « Je ne peux pas t'aider mais dors dans ma voiture ». À Sabrina, il a donné une autre version. Il a expliqué que donc vers minuit, Christiane vient sonner à sa porte, il lui ouvre la fenêtre, mais la fenêtre du premier étage, il ne la reconnaît pas, mais Christiane lui aurait demandé de l'aide. À ce moment-là, l'homme lui aurait dit que sa voiture est ouverte et qu'elle peut dormir à l'intérieur, ce qui est étrange vu qu'il pensait ne pas connaître cette femme, et c'est aussi étrange de laisser sa voiture ouverte. En plus de ça, si à la sœur de Sabrina, il dit que Christiane sentait l'alcool et que Sabrina il dit qu'il n'a jamais été en face d'elle mais qu'il lui a ouvert de la fenêtre du premier étage, comment dans cette version il pourrait savoir que Christiane sentait l'alcool parce que quand quelqu'un se trouve un étage au-dessus de nous, c'est difficile de savoir s'il sent l'alcool ou non. Donc voilà, on peut se demander pourquoi il a donné deux versions différentes aux deux sœurs, surtout que l'histoire qu'il a donnée à Sabrina n'a aucun sens. À quel moment on fait dormir quelqu'un dans sa voiture alors qu'on ne sait même pas qui est cette personne? Ça semble totalement bizarre, totalement étrange. Mais donc voilà, c'est pas la seule chose étrange que cet homme va dire et il va aussi changer de version sur deux autres détails. En fait, dans une première version, il dira que le portefeuille de Christiane a été retrouvé sur le tableau de bord. Dans une deuxième version, il dira que le portefeuille de Christiane a été retrouvé à l'arrière. En fait, le siège avait été baissé comme si Christiane avait voulu dormir et comme si elle avait perdu son portefeuille à côté du siège, donc vers l'arrière de la voiture. Là, on s'affole parce qu'on se dit, maman, parce qu'elle était très maniaque dans son sac à main, et tout était tellement bien rangé, même les papiers étaient sous film plastique, enfin, c'était une maniaque. Et on s'est dit, non, elle n'a pas pu laisser son portefeuille comme ça. Et là, on sentait au fond de nous que il se passait quelque chose, mais que c'était pas normal, que c'était grave. L'homme dira en plus ne pas avoir vu Christiane sortir de la voiture, donc pour lui, elle avait dormi toute la nuit là, mais aussi il dira à un autre moment qu'il l'a vue repartir dans la rue et qu'elle avait l'air totalement ivre et qu'elle s'amusait à essayer d'ouvrir les portes, les portières de voitures qui se trouvaient dans la rue. Donc encore une fois, c'est deux versions différentes. Est-ce qu'il l'a vue partir ou est-ce qu'il ne l'a pas vue partir? Ça reste très très étrange. Sabrina va donc rentrer chez elle avec des questions plein la tête et évidemment elle va pas réussir à dormir parce qu'elle a une angoisse très très grosse. Donc, on recontacte la gendarmerie qui nous dit, mais non, elle est majeure, ne vous inquiétez pas, mais on leur explique que quand même, il y a un problème, que son portefeuille, elle peut pas errer sans sa carte bleue ni quoi que ce soit, quoi, c'est pas possible. Nous sommes maintenant le 17 janvier. Vers 17h, Sabrina et son papa décident de se rendre eux-mêmes à la gendarmerie du Lion d'Angers. Et là, à peine arrivé, il y a une voiture qui arrive hein, et un gendarme qui sort et qui nous demande ce qu'on veut. Et on lui explique qu'on vient déclarer quelqu'un de disparu. Et là, il commence à nous poser des questions. Elle est comment physiquement? Donc, je commence à donner des détails. Mais en fin de compte,
Après, c'était lui qui me donnait des détails sur ma mère, hein, comme une Et cicatrice qu'elle avait à l'arcade, un tatouage. Et là, bah, je me suis dit, non, mais il y a un problème parce qu'il est en train de donner des détails de maman, quoi. J'avais le cœur qui partait en vrille, quoi. J'étais vraiment pas bien. Et donc, du coup, il nous laisse rentrer. On est auditionnés séparément. Donc, moi, mon père de l'autre côté. Et au bout de 10 minutes, je commence à voir, parce que moi, j'avais fait un appel sur Facebook entre-temps. Et je commence à recevoir des messages de personnes que je connaissais pas qui me disaient qu'une femme avait été retrouvée dans l'étang du Loro-Béconnet. Et en fait, là, bah, j'ai demandé à ce que l'audition s'arrête. Et après cela, bah, il a fallu plusieurs heures avant qu'ils nous annoncent juste quelques mots, c'est elle, quoi. Voilà comment ils nous ont annoncé que c'était maman. Il n'y a pas eu d'audition, enfin, on n'a pas été la voir physiquement, ce qui n'est pas normal. Normalement, enfin, une personne est obligée d'identifier le corps quand même, hein. on va alors expliquer à Sabrina et à sa famille que le 16 janvier, donc la veille, à 16 heures, un homme avait averti la police car il voyait une forme dans l'étang du Lourou-Béconnet. Et c'est seulement le 17 janvier à 17 heures, soit une heure avant que Sabrina se rende à la police, que la forme avait été identifiée comme étant un corps et avait ensuite été ramenée à la surface. Au final, même si Sabrina et sa famille savaient qu'il s'agissait du corps de Christiane, ils n'avaient même pas pu la voir car ils devaient attendre l'autopsie qui avait lieu le 19 janvier. En attendant d'avoir le corps et des nouvelles des policiers, Sabrina avait lancé un appel à témoins sur Facebook pour comprendre ce qui s'était passé et pour avoir peut-être certains témoignages de gens du village qui auraient pu voir sa maman ou des gens qui auraient pu recevoir des messages, en tout cas quelqu'un qui saurait quelque chose. Finalement, c'est le 19 janvier que Sabrina et sa famille vont pouvoir avoir le corps de Christiane. Et c'est le 20 janvier que la veillée funéraire aura lieu. Mais bon, on sait qu'entre-temps, l'autopsie avait eu lieu et la famille était censée en savoir un peu plus sur ce qui s'était passé. Ils nous disent que non, il n'a pas de marque ni sur le visage, ni sur le corps. Donc, pour eux, c'était un accident. Bon, sauf que nous, quand on a récupéré maman à la veillée, on a vu des marques sur son visage. Donc, une première qui était située ici, c'était comme renfoncé et raflé. Et une autre ici, située ici. Et un doigt cassé. On voyait très bien qu'il était cassé parce qu'il était bleu, quoi. C'est donc à ce moment-là, en voyant le corps de Christiane, que toute la famille va avoir des gros doutes. En fait, plus ils l'ont observé, plus ils se sont rendus compte que les blessures sur le corps étaient graves. Ils ont retrouvé des marques autour de son cou, du sang injecté dans ses yeux, qui d'ailleurs peut être un signe qui apparaît quand on se fait étrangler. Elle avait aussi des éraflures au visage, son nez avait saigné, elle avait des ecchymoses aux mains, son doigt était cassé, sa culotte a aussi été retrouvée à l'envers, et le pire c'est que sur ses jambes, on a retrouvé des longues éraflures, parfois profondes, de 6 cm. Donc là, je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est grave et à quel point tout ça n'apparaît pas sur le rapport d'autopsie. Pour eux, il s'agit simplement de petits bleus, de petites ecchymoses qui sont totalement normales. Sabrina a alors voulu savoir si les jambes de sa maman étaient cassées, mais on lui répondra que personne n'avait fait de radio sur le corps et donc on ne savait pas si les os étaient cassés et que là c'était trop tard. Aussi, la police dira à Sabrina que le téléphone de sa maman, sa cigarette électronique et ses bijoux qu'elle portait sur elle avaient disparu, qu'ils ne les ont jamais retrouvés, mais qu'ils ne se posent pas plus de questions que ça. À partir de là, toute la famille de Christiane était sûre qu'il s'agissait d'un meurtre, mais voilà, la justice ne faisait rien. Il n'y a pas eu d'enquête. Ils ont essayé de fouiller les temps, mais comme c'était en hiver, ils n'ont pas réussi et ils n'ont pas refouillé par après. Ils n'ont pas essayé à avoir le bornage du téléphone de Christiane pour essayer de comprendre où elle avait été. Ils n'ont pas cherché à savoir quel était son dernier message, son dernier appel. Donc vraiment, il n'y a rien eu du tout. Sabrina va alors vouloir avoir un peu plus informations qui se trouvent dans le dossier judiciaire de sa maman, mais elle ne peut pas y avoir accès. Par contre, la police lui dira qu'à l'autopsie, il aura été révélé que Christiane n'avait pas d'alcool dans le sang, mais qu'elle avait une dose assez élevée d'anxiolytiques, mais ça c'était normal vu qu'elle était assez habituée à en prendre. Et donc voilà, il se pose pas plus de questions non plus par rapport aux témoins qui disaient qu'elle sentait l'alcool alors qu'il n'y avait pas d'alcool dans le sang. Ils ne réalisent pas qu'il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans. Ils vont pas plus interroger cette personne qui l'a fait dormir dans sa voiture, donc
Voilà, ça reste comme ça et il se pose vraiment pas plus de questions que ça. Donc évidemment, là, Sabrina va être révoltée. Elle ne veut pas laisser les choses comme ça. Elle ne veut pas laisser le meurtre de sa maman impuni. Et donc, elle va décider de se battre. Elle va alors se prendre une avocate qui l'aidera énormément d'ailleurs. L'avocate elle-même dira qu'il y a des gros problèmes dans cette affaire et que Sabrina doit absolument avoir accès au dossier. Sabrina portera alors plainte contre la gendarmerie le 18 juillet 2017. Mais voilà, juste avant ça, Sabrina et toute sa famille ont réussi à reconstruire une partie en tout cas du puzzle de qu'est-ce qui a bien pu se passer le 15 janvier au soir et connaître à peu près l'itinéraire de Christiane. On sait donc qu'à 19 h, Christiane quitte son domicile. Elle a été vue pour la première fois par un automobiliste en train de marcher vers Angers et puis ce même automobiliste qui est repassé un petit peu plus tard verra Christiane marcher mais cette fois-ci dans le sens inverse. L'automobiliste était une femme qui s'inquiétait énormément de voir cette femme, Christiane, marcher toute seule comme ça en plein hiver, sous la pluie, sous le gel et donc elle va téléphoner à la police pour leur dire qu'elle s'inquiète pour une femme toute seule dans la rue en pleine nuit. Mais la police ne bougera pas, ils ne feront rien. Chose quand même qui est très grave, parce que là aussi, s'ils avaient décidé d'aller voir si la femme allait bien, eh bien Christiane aurait pu s'en sortir vivante. Un peu plus tard, une autre personne va voir Christiane marcher sur cette route, mais elle va assister à une scène assez étrange. Christiane est en train de marcher quand tout d'un coup une voiture grise s'arrête à son niveau, lui coupe un peu la route, et là Christiane semble prendre peur et elle part en courant. Quelques temps plus tard, à 20 h 30, un couple de retraités qui ne la connaissent pas va quand même un petit peu s'inquiéter pour cette femme qui marche toute seule et ils vont s'arrêter à son niveau. Ils vont lui dire de monter dans la voiture et ils vont lui demander où est-ce qu'elle veut aller. Christiane leur demandera alors pour être déposée dans la commune de Lourou-Béconnet. Là-bas, il faut savoir qu'elle n'avait pas d'amis. Et pas d'amis et pas de famille qui y habitait non plus. Mais voilà, Christiane dira tout de même aux retraités de la déposer au niveau du fleuriste du village. Et elle ajoutera que sur place, elle a une personne qui peut l'aider. Et là, c'est assez étrange. Pourquoi elle voulait aller là-bas et qui était cette personne qui pouvait l'aider. Le couple de personnes âgées la déposeront alors au niveau du fleuriste et s'en iront. Après ça, comme je vous l'ai dit, de 21 h à minuit, on perd sa trace et c'est à minuit qu'elle va aller toquer chez l'homme qui la fera dormir dans sa voiture. Donc comme je vous l'ai dit, elle est arrivée juste à côté du fleuriste. L'homme habitait à 2 maisons du fleuriste et elle a pris 3 heures pour faire ce chemin. Donc soit l'homme ment et elle est venue chez lui beaucoup plus tôt, soit on perd sa trace et on ne sait pas du tout ce qu'il s'est passé à ce moment-là. Mais bon, pour que vous voyez bien de quoi je veux parler, je vais vous mettre une photo où on voit clairement que le fleuriste se situe vraiment pas loin de là où l'homme habitait. Donc vous pouvez voir que ça paraît étrange qu'il ait mis 3 heures pour s'y rendre. Là, c'est étrange parce que lorsqu'elle a dit aux retraités que quelqu'un pouvait l'aider à Lourou-Béconnet, eh bien, ça devait être cet homme qui l'a fait dormir dans sa voiture. Sauf que, comme je vous l'ai dit, c'était une connaissance, mais c'était pas un ami. Ça n'avait aucun sens qu'elle aille chez lui. Pourquoi est-ce qu'elle aurait été chez lui? Et ce jour-là aussi, est-ce que c'est une coïncidence? Mais l'homme était tout seul chez lui. Sa femme et ses enfants n'étaient pas là. Comme je vous l'ai dit, cet homme-là va aussi donner des versions différentes sur des détails, sur des choses importantes. Et puis aussi, chose qui est, mais gros, mais tellement gros, et je ne comprends pas comment la police ne peut pas voir ça. L'homme, quelques mois après cette histoire, après que Christiane ait été retrouvée morte, cet homme va décider de vendre sa voiture où elle a dormi. Et pas juste la vendre comme ça, il va la vendre en pièces détachées. Ça n'a aucun sens pourquoi la police a permis ça. Et surtout, la police n'a jamais regardé dans cette voiture, n'a jamais perquisitionné la voiture. Et donc maintenant, on ne sait pas où sont ces pièces, on ne sait pas où est la carcasse, on n'en sait rien et on ne le saura sans doute jamais. Mais bon, revenons-en à notre ligne du temps. Christiane part donc de cette voiture et soi-disant, elle serait repartie en titubant et en essayant d'ouvrir des portes de voiture, des portières de voiture. Mais bon, on ne sait pas si on peut vraiment croire à cette version, mais disons. Mais voilà, vers 1 h du matin, Christiane va repérer une femme qui est dans sa voiture, qui attend dans sa voiture. Et en fait, cette femme est stationnée là parce qu'elle attend sa fille. Cette femme en question, Christiane ne la connaît pas, mais c'est une connaissance de l'homme chez qui Christiane a dormi dans sa voiture. Christiane va alors ouvrir la portière de cette femme, rentrer dans sa voiture et lui demander si elle peut l'aider.
Cette femme va accepter de conduire Christiane là où elle voulait, mais elle dira plus tard que elle comprenait rien à ce que Christiane disait, qu'elle sentait l'alcool, qu'elle avait l'air totalement ivre. Donc elle aussi dit que Christiane sent l'alcool, voilà, alors qu'elle n'avait pas consommé d'alcool. Donc voilà, Christiane va lui demander de l'amener à l'étang du Louroux-Béconnet. Arrivée sur place, Christiane va dire à la dame qu'elle doit rejoindre quelqu'un, mais elle lui dira aussi « j'ai peur ». Mais voilà, la dame ne trouvera pas du tout ça alarmant de laisser Christiane seule, en pleine nuit, dans cet endroit, et elle s'en ira. Pourquoi tu ne te dis pas, bon, bah, vous avez peur, non, moi, soit j'appelle la gendarmerie, soit je vous emmène, mais je ne vous laisse pas là. Déjà, le lieu est dangereux. Il n'y a aucun éclairage, il fait froid, il gèle, il pleut. Je ne peux pas vous laisser là. Eh ben non. La personne se dit, bah, je ne sais pas quoi penser de ça, donc je m'en vais. Et il est quelle heure à ce moment-là? Minuit, 1 heure. Et c'est en fait, soi-disant, la dernière fois que ma mère aurait été vue. Donc voilà, ça c'est la partie que Sabrina a réussi à retrouver, les pièces du puzzle qu'elle a réussi à remettre ensemble pour comprendre un petit peu le trajet de sa maman ce soir-là. Mais bon, eh bien, Sabrina va se porter partie civile, elle va avoir accès au dossier. Plus tard, on a vu dans le dossier qu'une femme avait dit avoir vu donc une femme à la description de maman dans une voiture grise au niveau de l'étang sur le parking, la tête baissée. Ok, voiture grise qui était la voiture qu'elle tentait d'éviter un petit peu avant. Pour moi, c'est ça, oui. Ok, donc on ne sait pas si elle, enfin la femme qu'elle pensait voir dans la voiture avait l'air stressée, si elle bougeait beaucoup, on ne sait pas. Bah, elle avait la tête baissée apparemment, ne bougeait pas. Elle est restée apparemment 1 heure et la personne n'a pas bougé d'un centimètre. Donc, si c'était ma mère, peut-être elle pouvait déjà être morte. Enfin, on peut pas savoir, quoi. Mais la personne qui a vu tout ça est restée là pendant 1 heure, elle aussi? Elle est restée pendant 1 heure, observait ma mère, ce qu'elle trouvait bizarre. Enfin, ma mère, je dis ma mère, vous savez. Mais elle l'observait et se disait, bah, c'est bizarre parce que la dame, la personne, elle bouge pas, quoi. Mais même pas, elle se dit, bon, bah, je vais quand même me rapprocher, regarder, essayer de voir si ça ne va pas ou non. Elle est partie. Elle a attendu 1 heure, elle est partie. Et là, plein de choses étranges et très très alarmantes vont venir s'ajouter à tout ça. Sur le rapport d'autopsie, il sera écrit que Christiane a été retrouvée dans l'eau en position fétale et elle serrait son sac à main dans ses bras et tenait dans sa main un crayon en position de défense. D'ailleurs, ce qui est vraiment dingue, c'est que Christiane a toujours dit toute sa vie à ses enfants, si quelqu'un vous attaque, prenez toujours quelque chose dans votre main en position de défense au cas où vous pouvez vous défendre comme ça. Et donc ici, c'est exactement ce que Christiane a fait avant de décéder. Par rapport à cette position fétale dans laquelle Christiane a été retrouvée, eh bien Sabrina demandera à des experts et ces experts diront que si elle a été retrouvée en position fétale, c'est sans doute parce qu'elle est décédée dans cette position. Donc elle peut être décédée dans un coffre de voiture ou même dans une valise. Mais bon, évidemment, pour les policiers, c'est un accident, donc Christiane serait tombée dans l'eau. Mais si elle est tombée dans l'eau, il n'y a aucune raison qu'elle soit décédée en position fétale en tenant son sac et son crayon. Mais pire encore, eh bien, le rapport d'autopsie dira qu'elle n'avait pas d'eau dans les poumons. Donc c'est très difficile de mourir noyée si on n'a pas d'eau dans les poumons. La preuve qu'elle n'est pas décédée dans l'eau, mais ça encore, ça ne suffit pas à la justice française pour accepter de réouvrir cette affaire. En plus de ça, on verra que Christiane avait été retrouvée à 1,50 m du bord de l'étang, à un endroit où elle avait pied et elle flottait à la surface, la tête vers le fond de l'eau. Donc ça, c'est quand même la preuve qu'elle ne peut pas s'être noyée à un endroit où elle avait pied. Mais pire encore, une personne va expliquer à Sabrina quelque chose de glaçant. Donc voilà, quand une personne a téléphoné à la police pour dire qu'elle voyait une forme dans l'eau, on était le 16 janvier à 16 h. Mais voilà, une femme va parler à Sabrina. Elle dira être allée pile à cet endroit, quelques heures plus tôt, avoir regardé l'étang et qu'il n'y avait aucune forme. Rien du tout. Alors que c'était près du bord, à 1,50 m du bord, un endroit où on peut avoir pied. S'il y avait eu une forme, elle l'aurait vue. Donc Sabrina se demande si la personne qui s'en est pris à sa maman n'est pas venue jeter le corps dans l'étang le 16 janvier, donc le lendemain du jour où elle l'aurait agressée.
Sabrina va donc demander à ce qu'on réouvre le dossier. Même mon avocate, qui en voit pas mal, m'a dit non, ta maman là, oui, c'est un meurtre, c'est sûr que c'est un meurtre. Donc, mais une fois de plus, la justice, j'ai l'impression qu'elle ouvre le dossier et puis elle referme et puis ils cherchent pas plus loin de toute façon. Donc là, aujourd'hui, le dossier est classé comme un suicide. Voilà, oui. D'accord. Et c'est fini. Ils veulent plus y regarder. C'est comme ça pour eux. Bah, on a une dernière chance de demander la réouverture du dossier. Sauf que moi, j'aide beaucoup de personnes comme moi, quoi, qui ont le même problème avec la justice. Et je me rends compte que eux, ça fait 20 ans qu'ils se battent, qu'ils ont apporté des éléments de fou et que malgré ça, la justice, bah, laisse le dossier fermé. Elle se prend pas la tête. Il y a deux cases, hein, accident ou suicide à l'heure actuelle avec le tribunal d'Angers. Je me demande où est son téléphone, ses bijoux, et puis si Christiane a été retrouvée avec sa culotte à l'envers, pourquoi on n'a pas fait d'autopsie pour voir si elle avait été agressée sexuellement? C'est aussi dingue qu'il n'y ait pas eu de fouille chez l'homme qui l'a logée dans sa voiture, qu'on n'a pas fouillé sa voiture, qu'on n'a pas plusieurs fois interrogé. Il n'y a rien de tout ça qui a été fait. Je me demande aussi si la personne dans la voiture grise, la femme qui paraissait inanimée et qui est restée sans bouger pendant 1 heure, était bel et bien Christiane. Si la voiture grise était la même voiture grise que celle qui a effrayé Christiane plus tôt dans la soirée. Par contre, je me suis posé la question pour savoir si cet homme qui avait fait dormir Christiane dans sa voiture avait lui aussi une voiture grise, mais ce n'est pas le cas, il en avait une verte. Donc la voiture dans laquelle elle a essayé de dormir et cette voiture grise ne sont pas les mêmes voitures, ça c'est sûr. J'ai aussi demandé à Sabrina pourquoi on n'appelait pas l'opérateur téléphonique de sa maman pour demander quel était son dernier appel téléphonique, quel était son dernier message, mais en fait, il faut qu'il y ait une décision de justice qui accepte qu'on puisse demander ça, sauf que la justice refuse de donner cette autorisation, ce qui n'a aucun sens. Pourquoi refuser de juste vérifier? Vérifier si elle n'a pas envoyé un message à quelqu'un, si elle n'a pas téléphoné à quelqu'un de suspect ou quoi que ce soit, ou même pas quelqu'un de suspect, juste savoir qui est la dernière personne à qui elle a parlé au téléphone. Si elle devait retrouver quelqu'un, c'est qu'elle lui a envoyé des messages vu qu'elle ne sortait pas d'habitude, mais ça, on ne le sait pas et comme on ne retrouve pas le téléphone, on ne peut pas non plus le vérifier. En fait, j'arrive juste pas à comprendre comment, avec toutes ces preuves qui sont tellement énormes, la justice ne veut pas réouvrir le dossier pour classer ça comme un meurtre et pour faire une vraie enquête policière. En tout cas, à notre échelle, à votre échelle, on peut aider Sabrina et sa famille et aider Christiane à lui rendre justice. C'est vraiment important de pouvoir déjà partager cette vidéo pour que la vérité soit connue, pour qu'on sache que dans le dossier, il y a toutes ces preuves et que ça reste un accident sur le papier. Et puis aussi, ce que je vais vous demander, et ça va prendre quelques minutes seulement, mais c'est d'aller sur Facebook, vous abonner à sa page pour que on puisse la soutenir, lui mettre un petit message pour lui dire que vous soutenez Sabrina, que vous êtes là pour vous battre vous aussi, pour que la vérité éclate, pour qu'elle aussi puisse obtenir une justice, pour que sa maman puisse obtenir une justice. Donc pour ça, je vais mettre en fait dans la barre d'infos de la vidéo 2 liens. Alors le premier lien sera donc le groupe Facebook pour sa maman, le groupe Facebook où Sabrina se bat clairement pour obtenir une justice pour sa maman. Et puis il y a le deuxième groupe Facebook où là, Sabrina se bat pour obtenir une justice pour toutes les personnes françaises qui sont dans la même situation qu'elle. Donc Sabrina est vraiment une battante, elle se bat pour elle, mais aussi pour les autres familles. Elle est très très engagée et donc s'il vous plaît, aidez-la, soutenez-la et rien que mettre un petit j'aime et de rejoindre le groupe, ça va aider énormément. Donc merci d'avance si vous voulez bien le faire. Aussi, n'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre un like, à la commenter. Comme ça, l'algorithme YouTube la proposera un maximum et comme ça, beaucoup de gens pourront la voir aussi. Ça peut vraiment aider. Et voilà, je suis vraiment très engagée dans son combat, dans le combat de Sabrina. C'est un très beau combat et c'est une femme très forte. Et donc, voilà, soutenez-la, c'est important de la soutenir. D'ailleurs, j'ai trouvé ça important de laisser à Sabrina le petit mot de la fin. Donc, je vous laisse avec elle. C'est à l'heure actuelle, en France, on a beau appeler à l'aide et personne ne se bouge. On crie au feu, tout le monde court. Mais je pense qu'à l'heure actuelle, il faut que les gens ouvrent leur cœur
Et arrête d'être égoïste. Et si quelqu'un vient demander de l'aide, hein, bah, on donne de l'aide. Enfin, il n'y a rien de plus simple. Et ouais, retrouver l'humain, parce que l'humain n'existe plus. En tout cas, j'espère que cette histoire vous aura intéressé. J'ai mis beaucoup de mon cœur et j'ai mis beaucoup de travail aussi. Et voilà. Et donc, si c'est le cas, comme je vous l'ai dit, mettez un petit pouce en l'air, abonnez-vous à la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!